Corps à corps. Et pour notre corps à corps, je suis très heureuse de recevoir François Martin et Jean-Bernard Pinatel. Bonjour François Martin. Bonjour Clémence, très heureux de vous retrouver. Moi aussi, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes géopoliticien, essayiste, président du groupement professionnel HEC Géostratégie et coprésident du pôle HEC Globalisation, cofondateur du cercle Eleutheria et auteur de ce livre que je vais montrer immédiatement, La France dans le chaos du monde, ou Le chaos du monde, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Nous sommes également avec Jean-Bernard Pinatel. Bonjour. Bonjour France, bonjour François. Merci beaucoup d'être Bonjour Jean-Bernard, très heureux de te retrouver. On va régler, j'ai l'impression qu'on a un petit écho. Jean-Bernard Pinatel, vous êtes ancien officier parachutiste général de brigade et expert en risque politique et géostratégique. Alors, je vais faire un petit topo d'abord avant de vous donner la parole sur ce qui se passe en ce moment, parce que l'actualité évolue énormément. Je vous rappelle qu'il y avait eu l'ultimatum de 48 heures lancé par Donald Trump. On l'avait suivi lundi déjà, qu'il avait été lancé pendant le week-end sur son réseau social Truth Social, qui a donc expiré hier sans que finalement le détroit d'Ormuz soit rouvert. Le président américain a pourtant suspendu les frappes alors qu'il menaçait, je vous rappelle, de lancer contre les infrastructures des frappes contre les infrastructures énergétiques iraniennes. Entre-temps, et depuis, il évoque de très bonnes négociations, c'est ce qu'il dit, avec un responsable iranien non identifié. Il accorde donc 5 jours de répit à Téhéran. Et Téhéran dément de son côté et explique que non, il n'y a eu aucun dialogue, et qu'il n'y a aucun dialogue d'ailleurs qui est en cours avec Washington. Bon, voilà, ça c'est pour... Alors, je crois qu'on a un extrait de dialogue, non, on l'a pas? Si, on l'a. Oui. Comme je l'avais annoncé tout à l'heure, il y a eu des pourparlers qui se sont tenus avec l'Iran ces 2 derniers jours, et j'ai donc demandé à ce que les frappes contre l'Iran soient reportées temporairement, notamment à l'encontre de centrales électriques. Des centrales électriques qui auraient pu être détruites avec tout juste un missile et qui avaient pourtant coûté des milliards de dollars pour être bâties. Les discussions ont été excellentes, elles ont été très bonnes et il faut bien le comprendre. Ma vie entière a été une négociation, mais avec l'Iran, nous avons négocié depuis longtemps. Et c'est uniquement grâce à l'excellent travail de notre armée qu'aujourd'hui, ils veulent qu'il y ait une cessation et j'espère que nous y parviendrons. Donc, j'espère que cela sera possible, mais quoi qu'il en soit, nous nous assurerons que l'Iran ne se dotera jamais de l'arme nucléaire. Oui, voilà. En tout cas, ça c'est bon. La prise de parole de Donald Trump, vous avez compris qu'elle est pour le moment pas validée par la partie iranienne. Sur le terrain, rien n'est réglé. On le sait aussi, entre 3 000 et 4 000 navires marchands restent bloqués dans le golfe Persique. 1 000 environ sont piégés à la sortie du détroit. À bord, vous avez quand même 20 000 à 40 000 marins qui vivent dans des conditions sanitaires absolument déplorables. On pourra peut-être en dire un mot aussi. Ils ont évidemment rationnement d'eau, de nourriture. Certains sont déjà contraints de faire bouillir de l'eau de mer pour survivre. Et seule une poignée de pétroliers chinois, indiens et pakistanais peuvent encore franchir donc, ce détroit d'Ormuz après inspection et paiement. On va revenir sur tous ces sujets et les conséquences évidemment internationales. Peut-être je vais commencer par vous, François Martin. Oui, avec plaisir. Alors, on va remonter votre son. Vous entendez pas bien? Oui. Allez-y, on vous attend. Oui. Bon, la situation, je dirais, aujourd'hui est catastrophique pour les États-Unis. Aucun président américain auparavant n'a osé s'attaquer à l'Iran parce qu'ils savent très bien que l'Iran a, je dirais, la mâchoire à portée de la gorge du monde. Non seulement ils ont la gorge du monde qui est le détroit d'Ormuz, mais en plus, ils ont en face, je dirais, les meilleurs otages au monde, c'est-à-dire parmi les plus riches et parmi les plus faibles en même temps, puisqu'ils dépendent complètement de l'eau que les Iraniens peuvent taper des dessalements d'eau, auquel cas ils ont 24 heures avant de foutre le camp et de mourir de soif. Donc,
Je dirais que les Iraniens sont partis dans cette affaire avec un avantage tout à fait majeur, et je constate, et je pense que ça c'est très important de le souligner, qu'aujourd'hui il y a deux sortes, je dirais, d'actions et de rétorsion d'un côté comme de l'autre. C'est ce que j'appelle le réversible et ce que j'appelle l'irréversible. Pour l'instant, les Iraniens font très attention à rester dans le réversible, c'est-à-dire je tape sur les bases américaines, c'est réversible. J'interdis le détroit d'Ormuz, c'est réversible. Bon, si à partir du moment où on tape sur les dépôts de gaz ou de pétrole ou sur les puits de pétrole ou que l'on casse les usines de dessalement d'eau ou qu'on mine le détroit d'Ormuz, on est dans l'irréversible. Aujourd'hui, si on veut débloquer le détroit d'Ormuz et remettre l'économie en route, il faut à peu près 10 minutes, si on se met d'accord. À partir du moment où on est dans l'irréversible, il faut plusieurs années. Donc, je dirais que les Iraniens sont restés dans le réversible, mais ils poussent petit à petit, au fur et à mesure que la situation dégénère, progressivement dans l'irréversible. L'un des éléments de l'irréversibilité, c'est le fait que les Israéliens ont tapé le dépôt de cet énorme gisement qui est partagé entre les Iraniens et les Qataris. Ils ont tapé sur les dépôts iraniens et le lendemain, les Iraniens ont tapé sur les dépôts qataris. Oui. Et le Premier ministre qatari a dit qu'il n'aurait jamais pensé qu'il le fasse. Donc, on rentre progressivement dans l'irréversibilité. C'est pour ça que je suis très étonné que Trump mette autant de temps à replier les Gaules et à dire victoire, fuyons, après avoir montré tout ce qu'il a fait et la façon dont il a tapé dessus. Donc, Trump n'a pas de sortie de crise autre que d'accepter les conditions iraniennes, hein, qui sont claires, qui sont le fait qu'on change véritablement complètement de référentiel, on enlève les bases américaines. C'est ça que les Iraniens veulent et ils finiront par l'avoir, à mon avis. Donc là, Trump est cuit, si je peux dire les choses un peu crûment, à mon avis. Mais justement, vous disiez pour le moment… Jean-Bernard. Oui, on va lui demander. Mais vous expliquez que justement, c'était étrange qu'il n'ait pas encore reculé, Donald Trump, sur cette position. On voit en tout cas que son allié, Benjamin Netanyahu, lui, a assuré qu'après un échange avec Donald Trump, qui lui donc, a annoncé qu'il allait mettre la pédale douce sur les tirs, les frappes contre l'Iran, que lui, il allait continuer de défendre ses intérêts vitaux. Donc déjà, on voit les deux lignes s'affronter maintenant entre les États-Unis et Israël. Alors, je me tourne vers Jean-Bernard Pinatel. Général, que pensez-vous justement de ce qui se passe en ce moment et des différents discours aussi de Donald Trump? Alors, je suis assez d'accord sur ce que dit François en parlant de ce qui est réversible et ce qui est irréversible. Je pense que c'est tout à fait important. Pour moi, en revanche, je vais faire une petite nuance sur le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, aujourd'hui, ne pèse pas le poids qu'on lui donne dans les médias, si vous voulez, dans le conflit. Pourquoi? Eh bien, tout ça, et on le voit bien, la preuve, c'est que le pétrole reste aux alentours de $90. Je vous rappelle que pendant l'occupation américaine en Irak, le pétrole était plutôt à $110 le baril. Et ça pendant plein d'années. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans quelque chose qui pèse sur l'économie mondiale au point de changer les buts de guerre. Je répète également que la Chine et le Japon, qui dépendent essentiellement d'Ormuz, ont de l'ordre de 200 à 250 jours de stock stratégique. La Chine étant beaucoup moins dépendante d'Ormuz grâce à la Russie, le Japon étant plus dépendant. Mais donc, on n'a pas, Ormuz n'est pas aujourd'hui, en dehors de ce que vous avez dit, chère Clémence, sur les gens qui vivent dans les bateaux dans des conditions épouvantables, au point de vue stratégique, ce n'est pas aujourd'hui le fait essentiel. Le fait essentiel, c'est tout exactement ce qu'a dit François, c'est si on commençait à s'attaquer au dessalement de l'eau. Oui. Voilà.
Ça, donc, on voit très bien. Alors, dans quoi on est aujourd'hui? On est dans une guerre d'attrition. On est dans une guerre d'attrition. Ce qu'il faut se demander, avec des objectifs de guerre différents pour Trump et pour Israël. Pour Trump, il est évident qu'il a deux objectifs. Le premier, c'était le nucléaire, les 450 kilos d'uranium 235, et c'était également le risque de missiles balistiques, puisqu'on a bien vu que les Iraniens possèdent des missiles maintenant qui peuvent aller à 4000 km et qui nous intéressent, nous également en France. Ça couvre toute la France, ça couvre jusqu'à la base anglaise de Diego Garcia. Voilà, donc il veut créer une attrition des moyens stratégiques iraniens et, si possible, des endroits où ils sont fabriqués. Bon, mais il n'ira jamais, je pense, à attaquer tout ce qui est le système électrique, parce que les Iraniens ont dit, nous, on supprime tout ce qui est dessalement de l'eau de mer dans les pays du Golfe, et ça, il a dû recevoir des coups de fil immédiats de tous les patrons du Golfe. Donc aujourd'hui, il faut quand même se rappeler, il n'y a que 25 jours d'une guerre. Alors en général, le temps médiatique n'est jamais le temps des militaires. Oui, ça c'est sûr. On le sait bien. Donc je pense que... et alors, cette attrition a joué des deux côtés. Pour vous donner quand même quelques chiffres, on est passé, si vous voulez, de 200 missiles balistiques envoyés par l'Iran au début de la guerre à une dizaine par jour. Donc, si vous voulez, ou une quinzaine par jour. Bon, et on est passé de près de 500 drones à 90 drones. Donc, il y a une attrition des capacités, mais il y a une attrition également des moyens anti-aériens d'Israël et des États-Unis. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, dès avril 2023, le chef d'état-major de la marine disait, si on en continue à envoyer tout ce qu'on envoie en Iran, en Ukraine, eh bien, comme il n'y a que deux grandes usines, Raytheon et Aerojet Rockdin, qui fabriquent des moteurs de fusée, eh bien, moi, je ne reçois pas mes SM-3 et mes SM-6 qui sont indispensables pour la lutte contre la Chine. Donc, déjà, la guerre d'Ukraine avait énormément touché les stocks anti-aériens. Et la première attaque depuis le 7 octobre également. Et aujourd'hui, eh bien, que ce soit en Israël ou aux États-Unis, sur les missiles anti-missiles, donc les attaques en très haute altitude, qui sont, si vous voulez, pour Israël, les Arrow et les Davis Sling, et pour les Américains, le missile TAR. Ce sont des stocks très bas. Et les capacités de production avec le rythme de dépenses, ne permet pas de les remplir. Et d'ailleurs, on voit bien que Zelensky hurle actuellement en disant qu'il ne reçoit plus rien. Oui. Voilà, donc on est encore dans une phase d'attrition qui, d'après moi, peut durer encore quelques temps, mais il n'y aura pas d'escalade, en tout cas du côté américain, parce que là, comme a dit François, on rentre dans l'irréversible. Et voilà. Et deuxièmement, le dernier point de mon exposé, c'est que le détroit d'Ormuz ne pèse pas aujourd'hui à la fois sur l'économie mondiale, le pèsera à terme, mais dans le tempo de la guerre, qui est aujourd'hui, si on peut dire, le premier mois et le deuxième mois, il ne pèse pas. D'ailleurs, on ne voit pas la Chine et le Japon faire des pressions considérables sur les États-Unis. En tout cas, voilà. Alors, cette partie, c'est une partie sur laquelle je voudrais revenir, sur le fait que ça ne pèse pas. Vous dites pas encore, en tout cas pas sur le temps de la guerre. Mais à quoi doit-on s'attendre? On sait par exemple que l'Agence internationale de l'énergie a averti déjà que cette guerre pouvait déboucher sur la plus grave crise énergétique mondiale depuis des décennies. Donc le directeur a dit que les pertes actuelles d'approvisionnement en pétrole dues à la fermeture de détroit d'Ormuz dépasserait l'impact combiné des crises pétrolières de 1973 et de 1979. Donc l'impact risque d'être... À terme, il a raison. À terme, il a raison et François a raison. Miner, alors il faut quand même dire aussi une chose,
miner un détroit, si vous voulez, on sait déminer. Simplement, ça prend un peu de temps. Aujourd'hui, d'ailleurs, tous les pays du monde envoient des capacités de déminage dans le détroit. Donc, on sait déminer. Donc, le détroit n'est pas irréversible. C'est la petite nuance que j'ai avec François. En revanche, ce qui est irréversible, c'est les capacités de dessalement d'eau de mer. Et là, si vous voulez, c'est les populations comme les capacités électriques pour l'Iran qui entraînent aussi le problème de dessalement, puisque l'Iran a fait un grand effort sur l'électricité. Oui. Alors, François Martin, de ce côté-là, sur les conséquences, on va dire, économiques et énergétiques, donc économiques finalement, avec cet avertissement de l'Agence internationale de l'énergie. Oui, mais c'est parce que il voit ça à terme. Il voit ça à terme. Alors, François Martin. Oui, alors, un petit bémol par rapport à mon ami Jean-Bernard. Je pense qu'effectivement, les Iraniens, aujourd'hui, comme je l'ai dit, ont la main sur la gorge économique du monde et ils serrent. Mais ils serrent progressivement, petit à petit. Ils jouent avec ça d'une façon extrêmement fine d'ailleurs, extrêmement intelligente. Aujourd'hui, ils n'ont pas intérêt à ce que ça monte énormément parce qu'ils ne veulent pas déplaire à leurs amis et partenaires chinois, évidemment. Donc, ils laissent passer un certain nombre de bateaux, ils en ferment d'autres. Enfin, il y a un type qui est debout sur une plateforme au milieu du golfe avec un képi et un truc qui dit « toi, tu passes pas ». Enfin, faire ça au milieu des bombardements, je trouve qu'il y a une sorte de génie de l'organisation du côté iranien dans cette affaire. Mais ils savent qu'ils peuvent pousser Trump au bord du précipice. T'es à 10 cm, t'es à 5 cm, t'es à 1 cm, parce qu'il suffit qu'il ferme un peu. Il suffit pour que le prix du baril se remette à monter. D'ailleurs, le gallon a monté de 30%, ce qui est très gênant pour le consommateur américain. Donc, je dirais que ils font un peu un jeu du chat et de la souris avec leurs ennemis. Mais je dirais qu'au-delà de ça, ce que je vois, moi, c'est qu'il y a véritablement, moi j'assiste véritablement sous mes yeux à la chute de l'Occident, quoi. C'est phénoménal ce que je suis en train de voir, avec une perte d'image et avec une perte de face du principal leader américain qui fait plus et plus vite que tous ses prédécesseurs, alors même qu'il avait dit que dans son document de sécurité nationale, il fallait se recentrer sur les impératifs américains, sur le territoire américain, sur le consommateur américain et sur les MAGA. Donc, il est véritablement, et si on n'a pas le temps de développer là beaucoup, mais il y a, je trouve, une similitude entre le conflit russe d'un côté et le conflit iranien de l'autre. Et dans les deux cas, l'Occident se casse les dents dans son Lebensraum vers l'Est, je dirais, pour aller attaquer la Chine. Sa prise de territoire se casse les dents tant sur la Russie que sur l'Iran. Et aussi bien la Russie que l'Iran jouent sur le temps, jouent sur la patience, essayent une stratégie, je dirais, un tout petit peu à la Sun Tzu, c'est-à-dire non pas gagner sans faire de guerre, mais gagner par le temps, en fait, en ficelant leur adversaire. Il y a une façon de combattre que nous avons oublié, je pense, d'occidentaux qui vivons dans le temps très court et le temps médiatique, et eux sont véritablement dans le temps stratégique. C'est ça qui me semble plus intéressant dans cette guerre, et j'ai l'impression de revoir la guerre d'Ukraine avec le même regard occidental totalement autiste, ne se posant jamais la question de savoir qui est l'adversaire. Nous ne les connaissons pas alors que eux nous connaissent absolument par cœur. C'est ça, je trouve, qui est la plus grande différence entre eux et nous, c'est le regard du maître et le regard de l'esclave.
l'esclave, je dirais. Oui, Le c'est un peu maître dur, ne connaît pas l'esclave, il le voit travailler pour lui, et l'esclave connaît le maître par cœur parce qu'il dépend de lui depuis 50 ans, et là c'est vraiment le cas des Iraniens, se sont merveilleusement préparés, et d'ailleurs un certain nombre de généraux israéliens sont furibards, voilà, parce qu'ils disent on n'a rien préparé. Et le dernier point que je voudrais rajouter, pour que juste là-dessus, c'est que aussi bien en plus Trump que Netanyahou sont soumis à des contraintes internes extrêmement fortes. Netanyahou, parce qu'il va avoir en juin des élections législatives et qu'évidemment, s'il y a un mois de bombardements supplémentaires sur Tel Aviv, sur Dimona, sur Haïfa et partout, etc., il va perdre ses élections, donc il ne veut pas se permettre. Et d'une certaine façon, je pense qu'il serait assez content de se cacher derrière Trump, que Trump dise victoire fuyons. Ça permettrait à Netanyahou de dire c'est pas de notre faute, regardez, nous on veut y aller mais on peut pas, donc de se défiler en sauvant la face. Mais Trump va avoir aussi un énorme problème, c'est qu'il n'a pas demandé l'accord du Congrès. Il est prouvé aujourd'hui, parce que le Pentagone l'a confirmé au Congrès, et également Joe Kent l'a confirmé de la même façon, qu'il n'y avait pas du tout de menace immédiate. Donc, si jamais un bateau américain est coulé ou qu'il y a des pertes importantes, Trump va devoir aller se justifier devant le Congrès. Tant que ça lui coûte pas cher, il peut dire moi j'ai perçu une menace immédiate, donc j'ai fait ce qu'il faut, j'ai fait le job. Mais si jamais il perd vraiment des plumes, il est bon pour l'impeachment. Voilà. Donc eux ont une pression que les Iraniens n'ont pas. Voilà, c'est ça que je pense. Oui. François Martin, juste je reste avec votre parallèle sur l'Ukraine, le fait que finalement on ne sache pas forcément, nous occidentaux, entre guillemets, jouer notre partition telle que la Russie à ce moment-là ou l'Iran aujourd'hui le font, et on pourrait, comme toujours dans ce genre de moment-là, comparer avec le jeu de Go. Voilà, où il y a plusieurs coups d'avance pour les Chinois, l'Iran ici, ou d'échecs d'ailleurs, puisque c'est les Iraniens qui sont à l'origine du jeu d'échecs. Et alors justement, dans cette partie-là, on parlait tout à l'heure de l'importance de l'énergie, l'importance du pétrole. Et au-delà de ça, et au-delà d'une crise qui peut retomber finalement que sur l'année prochaine, il y a un autre élément qui est très important et qu'on n'a pas encore mentionné, c'est que c'est pas qu'une question de pétrole, c'est une question de pétrodollar. Et donc, en fait, si aujourd'hui les seuls navires qui passent, et c'est le cas pour le moment, sont soit d'origine chinoise, soit indienne, parce que j'ai l'impression que les Indiens réussissent à négocier assez bien. En tout cas, c'est plus la domination du pétrodollar, c'est le yuan qui passe. Ce sont que des contrats en yuan qui sont aujourd'hui validés. Et donc, c'est une nouvelle victoire pour la Chine sur ce détroit et sur cette zone extrêmement stratégique. Je commençais par François Martin et ensuite je vais me retourner vers vous, Jean-Bernard Pinatel. Oui. Alors, je pense que je voudrais juste dire un petit mot. Pardon, je suis désolé, un petit décalage. Allez-y. Un peu ce qu'a dit François avant qu'on change de chapitre. Allez-y. Parce que je pense, si vous voulez, qu'il faut quand même jamais oublier, si vous voulez, la différence qu'il peut y avoir entre Israël et les États-Unis. Trump peut se retirer quand il veut. Il a atteint, je pense, pour un temps, l'objectif d'éliminer le risque nucléaire qui nous intéresse, nous aussi, en Europe. Les capacités stratégiques de l'Iran sont quand même énormément amoindries, et ce qui lui reste permet aux défenses aériennes de les intercepter actuellement. Donc Trump, si vous voulez, peut se retirer du jour au lendemain. Pourquoi ne se retire-t-il pas ? C'est peut-être ça qu'il faut se poser. C'est parce que effectivement, Israël veut continuer encore. Parce que Israël, si vous voulez, reçoit toujours beaucoup de drones et quelques missiles, et probablement aussi parce que les pays du Golfe veulent qu'on termine de détruire toutes les capacités stratégiques et même tactiques, si on peut dire, puisque le gouvernement n'est pas seul, des Iraniens. Donc,
c'est ça qu'il faut voir. On n'est qu'au 25e jour de guerre. Donc Trump va certainement se retirer dès que dans les 15 jours qui viennent. Vous voyez, c'est pas pour autant que la guerre va s'arrêter entre l'Iran et Israël. Ouais. Voilà. Et je pense que la comparaison avec l'Ukraine et la Russie n'a rien à voir. On a une guerre qui dure depuis 4 ans, et là, on est dans une guerre qui dure 25 ans, alors, qui dure depuis 25 jours. Donc, il faut faire quand même très attention si vous voulez, de ne pas aller trop vite. En revanche, ce que François a totalement raison, c'est que nous, on ne connaît plus le temps long. On n'est plus le temps long, et nos médias en particulier, si vous voulez, voudraient qu'il y ait une décision qui se fasse tout de suite ou qu'il y ait un arrêt qui se fait immédiatement. Je rappelle quand même que pour des négociations, quand une guerre a commencé, les négociations pour arrêter la guerre de Corée en 1953 ont duré 2 ans. Donc on arrête, une fois qu'une guerre est lancée, les négociations, ça ne se fait pas une semaine. Parce que il faut, voilà, il y a beaucoup de travail. Donc, j'attire beaucoup l'attention, si vous voulez, sur cette histoire de temps. Et François a raison de parler de temps court et de temps long. Mais c'est ça qui est essentiel. Et il ne faut pas aller trop vite à vouloir des résultats. Oui. Ça n'existe pas. Alors, je me tourne vers François Martin et on retourne sur on a fini ce chapitre-là. Oui. on va retourner sur cette histoire de domination du yuan et de la fin peut-être du dollar dans cette zone stratégique à partir du pétrodollar. Oui. François Martin, ça va dans le sens de ce que vous expliquiez tout à l'heure et d'un nouvel ordre, de la fin de la domination occidentale en général. Oui, mais il faut bien séparer 2 choses. Il y a d'une part, je pense, un jeu des Iraniens, comme je l'ai dit, d'essayer de pousser Trump dans ses limites. Je pense qu'aujourd'hui, le dollar, le pétrole est un peu redescendu parce que Trump a dit « je tape pas dans 2 jours, mais dans 5 jours ». Donc, les marchés ne savent pas si Trump va rétropédaler dans 2 jours ou dans 15 jours. Donc, les marchés sont un peu hésitants pour parier soit à la baisse, soit à la hausse. Donc, le jeu iranien consiste à faire monter éventuellement le pétrole et à provoquer de l'inflation aux États-Unis, mais à faire ça, je dirais, avec une certaine mesure. La question du pétrodollar est beaucoup plus du long terme, c'est-à-dire, je ne pense pas que ça va jouer dans une période courte. Pourquoi ? Parce que les Saoudiens, qui je pense ont compris aujourd'hui qu'il fallait peut-être qu'ils s'appuient plus sur la Chine que sur les États-Unis et les autres pays du Golfe, parce qu'ils n'ont pas été protégés par leurs suzerains, je dirais. Et puis, d'autre part, le fait que d'autres pays comme la Chine a énormément d'avoirs américains, donc aucun de ces pays n'a envie que le pétrodollar se casse véritablement la figure très vite. Ce qu'ils veulent, c'est un affaiblissement progressif des États-Unis, et ça, le grand ambassadeur que je pense Jean-Bernard doit très bien connaître, qui s'appelle Chas Freeman, qui était ambassadeur en Arabie Saoudite pendant des années, américain, l'a dit dès le début de la guerre. Il a dit ni la Russie ni la Chine ne veulent l'effondrement des États-Unis. Ils veulent qu'ils descendent de quelques marches de façon à équilibrer les relations mondiales dans un sens où ils soient moins dominateurs. Mais ils veulent bien entendu se débarrasser progressivement de leurs avoirs américains ou en avoir moins ou rééquilibrer. Mais personne ne souhaite. Les États-Unis sont un peu, comme on dit ça, des grandes banques too big to fall. Donc, personne n'a envie que les États-Unis se cassent la figure et que les détenteurs de leurs avoirs soient ruinés aussi. Donc, ça, mais c'est un objectif à long terme, je pense, à très long terme. Oui. C'est clair. Totalement d'accord avec toi, François. Et je rajouterai en plus, l'Inde et dans les BRICS a dit qu'elle ne voulait pas un panier de monnaie et qu'elle veut rester, si vous voulez, comme dollar, le dollar comme monnaie de réserve. Donc,
dans les BRICS, ils ne se sont pas mis d'accord parce que l'Inde, qui est un pays qui veut être bien avec tout le monde, qui a une multipositionnalité, si on peut dire, ne veut absolument pas perdre le dollar. Donc, on est dans le très très long terme. C'est vrai que, et je suis entièrement d'accord avec François, aujourd'hui, que ce soit la Chine ou la Russie, ne veulent pas l'effacement des États-Unis, veulent qu'ils descendent de quelques marches. Je trouve que l'exemple est tout à fait, et là je suis d'accord avec lui à 100%. Voilà. Est-ce que C'est ce que Charles Freeman a expliqué dès le premier jour de la guerre, et c'était limpide. Oui. Merci beaucoup à tous les deux, François Martin et Jean-Bernard Pinatel. François Martin, je rappelle votre livre « La France dans le chaos du monde » aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Vous êtes géopoliticien, essayiste, président du groupement professionnel HEC Géostratégie. Et nous sommes également, nous remercions Jean-Bernard Pinatel, ancien officier parachutiste général de brigade et expert en risque politique et géostratégique. Merci à vous tous, chers amis. Je pense qu'on est l'un des premiers médias à enquêter le plus fortement sur les Epstein Files en France. D'ailleurs, on est contacté maintenant par des Américains pour travailler main dans la main avec eux sur ce réseau et sur ce qui se passe derrière. Mais ça fait trembler la France, ça fait trembler les réseaux internationaux. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça et la censure augmente tous les jours plus. Ils veulent nous censurer, ils veulent nous fermer, ils veulent que Tocsin et les autres médias qui font le même travail disparaissent. Et c'est maintenant, vraiment maintenant qu'il faut activer les boucles en interne, les contacts directs avec Tocsin. Et pour ça, c'est facile, c'est toxin-media.fr/nous, toxin-media.fr/nous. Rentrez dans la boucle de Tocsin, rencontrons-nous tous directement, organisons la résistance et faisons-le avant qu'on soit totalement fermé. Je compte sur vous.